podcasting. Vous êtes prêts? Mais ça, Assez franc. félicitations. Très fort, très J'avais fort. peur de le Quel honneur. Bravo, man. Et voilà, les gars. Alors, c'est ta première expérience d'animation. Hein, Hey, mais ouais, je suis tout nerveux. Peut-être Je que je vais vais prendre avoir ça avec la toi. présente. Parfait. Allez, santé. 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 Santé, la gang. Santé. Bravo. Santé. Bravo. Santé. Santé. C'est pour ça. Cheers. Délicieux. C'est très bon. Ouais, exquis. Fait que, les gars, c'est ça, juste un toit. Comment pourriez-vous me décrire ce film-là rapidement? En 3 mots. Juste un toit, c'est un film qui suit le parcours de deux femmes extrêmement courageuses qui s'appellent Frances et Jeannette, donc deux Montréalaises qui ne se connaissent pas, mais qui sont toutes les deux unies par une situation qui leur arrive, soit elles ont toutes les deux reçu un avis d'éviction. On a décidé de les suivre pendant quelques mois. Et puis le film traite davantage sur le senti, puis ce que ça comporte, en fait, de concevoir la perte forcée, finalement, de son logement, plutôt que rentrer dans des dédales administratifs ou réglementaires. Fait qu'on on les suit pendant un beau 19 minutes, puis donc voilà. Ouais, c'est très touchant. Puis c'est ça, c'est quand même... la durée fonctionne bien. Genre. Puis en tout cas, je sais pas comment dire, mais tu peux pas ressortir de ce film-là sans émotion, disons. Oui, puis c'est deux personnages extrêmement forts, là. Oui, c'est ça. C'est ça, le processus de casting, est-ce que vous avez comme vu une palette de monde? Comment est-ce que vous avez trouvé ces deux dames-là? On a eu la chance d'avoir l'aide d'une collègue recherchiste, Marie-Ève Brassard, qui a fait un gros travail là, pour trouver Frances et Jeannette. Mais on a passé quelques personnes en pré-entrevue. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, en faisant l'exercice, on s'est juste rendu compte aussi de à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à parler de cet enjeu-là, à parler de leur expérience. Puis c'est un peu un don de soi, parce que au final, nous, en tant que cinéaste pour ce projet-là, on n'était pas nécessairement capable de les aider directement dans leur cause. Donc, c'était juste fou de voir des gens qui étaient prêts à comme donner leur histoire pour faire avancer la justice en matière de logement. Fait que c'est un état de... On les a accompagnés dans un moment où il y avait comme une détresse, une vulnérabilité qui était telle. Mais quand on est tombé, en fait, sur Jeannette et Frances, c'est un film... On voulait que ça soit vraiment ancré à Montréal. Puis Jeannette, c'est une femme de Verdun qui vient des Îles-de-la-Madeleine. Un parcours un petit peu plus ouvrier, je dirais. Et dans le cas de Frances, c'est une artiste visuelle anglophone qui vit dans le Milex. Puis on trouvait que ces deux histoires-là, en parallèle, aussi donnaient une saveur très montréalaise au film. Ouais. Donc voilà. Puis aussi, on a oublié de le dire, mais ce sont aussi deux femmes qui sont exclues, mais on y reviendra, mais de la protection face aux évictions par rapport aux aînés. Mais elles sont toutes les deux. Frances a 66 ans, je pense. Puis Jeannette est autour de 75 ans. Je m'excuse, Jeannette, si c'est pas ton âge exact, mais je pense qu'elle a 75 ans. Donc, c'est ça, c'est deux femmes qui font partie du groupe des aînés, finalement, au Québec. Oui, c'est ça. Hein? Parce que je me rappelle qu'on en avait parlé quand on faisait la post-prod. Tu disais qu'il y avait comme 3 conditions pour pouvoir ne plus évincer quelqu'un. Puis si je me rappelle bien, ces deux femmes-là, ils étaient comme à l'aube de ne plus pouvoir être évincés. C'est comme si... Ce qui ajoutait une cruauté, en fait, à leur histoire, totalement. C'est ça. Puis c'est quoi ces 3 conditions-là, déjà? Il y a, premièrement, il y a l'âge, donc il faut avoir plus de 70 ans. La loi est souvent appelée la loi Françoise David, parce que c'est Françoise David qui a poussé, en fait, pour l'adoption de cette loi-là. Donc, premièrement, il y a l'âge, il faut avoir en haut de 70 ans. Deuxièmement, il faut vivre dans son logement depuis plus de 10 ans. C'est quand même relativement contraignant. Là. Ouais. Puis le troisième critère, c'est avoir des revenus qui sont assez bas. Je pense que la limite, c'est 31 000. Donc, puis dans les deux... faible. C'est dans les deux... surtout pour Montréal puis pour le prix actuel des loyers. Frances n'a pas 70 ans, mais elle répondait aux 2 autres critères. Ça faisait 31 ans qu'elle était dans son logement, quand même. Puis... on dit Milex, mais elle appelle le quartier Marconi-Alexandra parce que le Milex, c'est le nom qui a été... en fait, c'est le nom qui vient du branding des promoteurs qui ont développé le quartier dans les derniers 10-15 ans, en fait. Donc, pour elle, c'était... pour elle, c'est une lutte aussi pour conserver le terme Marconi-Alexandra. Puis, Jeannette, c'est assez terrible, c'est que ses propriétaires ont tenté de l'évincer. Elle répondait à tous les critères, sauf qu'elle était dans son logement depuis 9 ans et 8 mois. Donc, il y avait toute une course contre la montre de la part des propriétaires pour
la faire sortir avant la 10e année. OK. C'est fou, là. Puis en plus, ça, Jeannette, je me rappelle bien, là, comme c'est quelqu'un qui est malvoyant à la base. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment... Ben, en fait, puis Jeannette nous permettait aussi, de par sa situation, puis je pense qu'au-delà de la maladie, il y a à un moment donné un certain confort en habitude dans son logement. Mais dans le cas de Jeannette, c'est tous ses repères, en fait. Donc, on la voyait marcher chez elle. Puis ce qui était assez fascinant, c'est en discutant avec son fils, d'ailleurs, qui a été super généreux. Mais il nous a dit, Jeannette, quand vous allez la voir la première fois à l'extérieur de son logement, vous allez comprendre c'est quoi son handicap. Okay. Parce que quand on était chez elle, évidemment, elle marche pas super vite. Il y a quand même, c'est un peu plus au ralenti, mais on l'attribuait pratiquement un peu plus à son âge qu'à son handicap. Mais là, dès qu'on est sorti de chez elle, c'est là qu'on a réalisé à quel point, quand elle nous disait que le fait de quitter son logement, c'était aussi de perdre tous ses repères, c'est totalement le cas. Puis moi, je suis retourné chez elle avec Romane Gagnon, super productrice d'ailleurs, qui est juste ici. C'est vrai. on est retourné chez elle, puis elle nous montrait son appartement, puis comme de fait, elle a dû s'habituer à un nouvel environnement complètement, puis donc voilà. OK. Ouais, c'est fou. Puis moi, j'aimerais ça qu'on parle de la source du projet. Parce que dans le fond, c'est toi qui es la source du projet. C'est comme lié à tes études. Puis si je me rappelle bien, toi, tu t'es comme greffé au projet par après. Alex et moi, avant de répondre à ta question, on est des grands amis. Avant même de faire ce projet-là, on a été aussi liés par le logement parce qu'on a été voisins. Dans un bloc mémorable. Dans un bloc dégueulasse, notamment. On avait d'ailleurs un propriétaire qui était complètement terrible. Moi, je me rappelle, il a essayé de me faire croire que la cession de bail était illégale. Il a fait toutes sortes de choses. Puis moi, à ce moment-là, avant de faire du cinéma, j'ai étudié en droit, puis j'ai fait 1 an en itinérance. Fait que le logement, les procédures réglementaires, je les connaissais quand même assez bien. Puis ce gars-là, il m'appelait pour me menacer puis me dire que c'était illégal ce que je faisais. Okay. Donc, tout ça pour dire que, rapidement, Alex et moi, de par ses études, de par la situation dans laquelle on se trouvait face à ce propriétaire-là, on discutait quand même de logement. Et là, donc, Alex, c'est... Ouais, en fait, le projet... moi, j'ai fait mon mémoire. Je suis candidat au doctorat en philosophie à l'UDM actuellement, mais je travaille sur les droits sociaux maintenant, mais... j'ai fait mon mémoire sur le droit au logement, puis j'ai toujours continué à travailler sur le logement. Puis en fait, c'est que l'an dernier, je me suis fait offrir l'opportunité de faire un court-métrage sur un sujet de mon choix. Évidemment, ça faisait des années que je parlais avec Manu de éventuellement avoir un projet. Puis moi, je savais que cet enjeu-là me tenait à cœur, puis je voulais le mettre à l'écran. Puis pertinemment, avec cet angle-là, qui n'est pas celui, par exemple, du reportage sur la crise du logement, on en voit beaucoup. On parle des enjeux techniques, offre, demande, beaucoup aussi, c'est ça qui revient. Moi, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est plus ce sentiment-là d'égalité, le rapport aussi à la maison. Qu'est-ce que ça implique aussi pour la vie dans nos démocraties de perdre un logement? Puis de tous les rapports aussi de domination qui existent entre les propriétaires puis les locataires en tant que groupe. Donc, c'était plus de montrer c'est quoi l'expérience vécue, en fait, de faire face à une éviction. Puis c'est beau, la recherche académique, mais ça a ses limites en termes de ce qu'on est capable de montrer par rapport à cet enjeu-là. Puis le cinéma, en fait, permet de le faire. Oui. Fait que c'est là que je me disais, ce serait magnifique de porter cet enjeu-là à l'écran. Puis Manu était capable de le faire. C'est comme vraiment un projet, on disait, c'est un projet à la jonction entre nos deux mondes qui se parlent trop peu, on a l'impression. Autant, tu sais, là, il parle du monde universitaire, mais des fois, je trouve que en cinéma, c'est ça. En tout cas, moi, l'apport d'Alex a été extrêmement important pour avoir une perspective plus large. On a beaucoup réfléchi aussi quand venait le temps de monter. C'est ça, d'être fidèle aussi à certaines choses qu'ils observaient. Puis, de toute façon, on les observait aussi avec Jeannette et Francis. Mais ça a été vraiment un super ajout au projet. Puis, nous, Alex et moi, cette collaboration-là, on veut la faire perdurer en faisant d'autres projets qui portent sur des enjeux sociaux. Donc, c'est ça. C'est le premier de plusieurs, on l'espère. OK. Tabarouette. Ben oui, parce que c'est super beau que ce soit un court-métrage, comme tu dis. Là. C'est pas un reportage. Puis on se concentre sur l'aspect humain du truc. Puis c'est ça, en tout cas. Ça a comme on espère que ça va avoir un impact. Oui, puis Jeannette et Francis, il y a un moment, l'espèce de climax du film, c'est quand les deux décident de prendre la parole. C'est comme deux femmes qui n'ont pas eu le choix d'entrer dans la sphère publique pour sauver un peu leur peau. Puis, tu sais, Jeannette et Francis, moi, j'espère qu'il va y avoir bien du monde qui vont entendre ces discours-là parce que
moi, ça a vraiment été une claque d'en face quand on l'a vécu, là. C'est cette prise de parole-là de ces deux femmes-là. Fait que, ouais, on espère que ça va faire jaser. Absolument. Puis là, c'est ça, le film se finit sur cette note-là un peu de comme cette incertitude de comme qu'est-ce qui leur arrive, tu sais. Qu'est-ce qui leur est arrivé finalement par après? Vas-y. Frances a eu la chance de... Bon, ça a été une lutte difficile, mais la communauté autour d'elle s'est mobilisée, puis elle est restée dans son logement. Okay. Mais donc, ça a été une histoire quand même... Après 6 mois, quand même, Après 6 mois de... Tu sais, on se rappelle que Frances, c'est à Noël, elle reçoit un courriel d'une personne qu'elle ne connaît pas, puis ça fait 31 ans. C'est une pionnière de Marconi Alexandra. J'ai dit Mylex tantôt, je me reprends. C'est une pionnière du coin, puis tu sais, son identité est profondément ancrée dans ce quartier-là. Fait que tu sais, ça a quand même été 6 mois de... Qu'est-ce que je vais faire? T'sais, elle ne concevait pas vivre ailleurs. Fait que, la fin a beau être positive jusqu'à maintenant, ça a quand même été 6 mois de... Ben oui, puis elle a quand même, je veux dire, le propriétaire a finalement accepté de ne pas poursuivre les démarches, mais elle demeurait quand même avec l'espèce d'épée de Damoclès, là. Je veux dire, je me souviens, moi j'ai gardé beaucoup de contact avec Frances dans les derniers mois. Puis, elle m'écrivait ponctuellement pour me dire « Ah, j'ai toujours rien reçu. Peut-être que ça veut dire que cette année, ça va être correct. » Donc, c'est ça aussi que ça a généré chez elle. Ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'est un stress constant. Ben oui, c'est ça. Et puis aussi, tu sais, ces tentatives-là de sortir certains locataires de chez eux, ben, tu sais, Frances et Jeannette ont décidé de se battre, mais les voisins autour, là, ils étaient aussi visés par des avis d'éviction. Puis, dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, ils ont fini par quitter. Fait que même si... Dans le cas de Frances, ça finit bien, mais reste que son lieu de vie a changé. Puis ça, c'est ça. Donc, je pense que ça, il faut s'en rappeler. Puis dans le cas de Jeannette, écoute, ça a été toute une histoire, négociation sous haute pression. Tu sais, quand, dans le fond, elle a été appelée à aller au TAL, le tribunal administratif du logement, en début mars. Et puis, comme ça arrive souvent au TAL, l'audience a été reportée parce que c'est ça. Donc, il y a eu comme seulement les propriétaires qui ont présenté des preuves. Et là, c'était repoussé 1 mois plus tard, donc autour du 20 avril. 20 avril, c'est assez proche du 1er juillet. Hein? Donc là, arrive le 20 avril, puis c'est le 20 avril qu'elle est supposée avoir une réponse par rapport à... Mais là, elle, son grand stress, c'est de ne pas pouvoir se trouver un logement entre le 20 avril puis le 1er juillet. Et puis, les propriétaires ont décidé de négocier sous haute pression, c'est-à-dire que les premières semaines après le 8 mars, ils ne répondaient pas aux offres parce que Jeannette était prête à négocier. Et puis, la veille de cette audience-là, qui était prévue, c'est ça, autour du 20 avril, il y a eu une espèce d'offre de dernière minute qui était à prendre ou à laisser. Puis, elle a fini par la prendre. Donc... c'est ça, c'est pas... je vais taire le montant qu'elle a réussi à avoir, mais c'est pas du tout un montant qui va lui permettre de vivre longtemps, là, loin de là, parce que, tu sais, une offre d'un propriétaire de 10 000 5 000 oui, le montant a l'air gros d'un coup, mais calcule le loyer que tu vas payer en plus dans ton nouveau logement, calcule ton déménagement, etc. Tu sais, les coûts montent vite. Ouais, donc, c'est ça. Jeannette, elle a quitté son logement, mais elle vit toujours dans le même secteur. Disons que c'est un logement qui est un peu moins... elle a downgrade, disons, par rapport à son autre logement. Puis, elle nous parlait juste hier. On parlait avec elle au téléphone, puis elle nous disait que elle avait dû se relocaliser quand même plus loin des services. Donc, pour quelqu'un qui est malvoyant, là, il y avait tout un enjeu de... Bon, maintenant, pour se déplacer, elle doit continuellement prendre l'autobus, mais ça implique quand même des choses pour cette dame-là de prendre l'autobus. Donc, il y a eu quand même une forme de déracinement par rapport à ses repères. Puis, tu sais, c'est aussi... Ce film-là, tu sais, là, on parle beaucoup d'éviction, puis ça a été extrêmement confrontant, puis je sais que vous voulez parler aussi d'anecdotes, on pourra parler aussi de comment nous, on l'a vécu à suivre ces femmes-là, mais oui, ça a été assez déprimant de voir, en fait, à quel point l'humain était prêt, parce que, tu sais, dans ces deux cas-là, c'était deux aînés, une des deux est malvoyante, tu sais, à quel point t'as un trou de cul là, pour faire ça. Oui, mais parallèlement à ça, on a quand même vu aussi tout un effort de solidarité de voisins, de voisines, d'amis de longue date qui se sont mobilisés. Puis ça, nous, au moins, moi, ça me rattachait à quelque chose parce que à un certain point, sincèrement, j'étais juste en tabarnak. Ouais, j'étais juste comme, ben voyons donc,
qu'on constate ça. Voyons donc qu'il y a des gens qui vivent ça, puis qui ont fait à peu près rien collectivement. Mais au moins, il y a eu, c'est ça, ce vent de solidarité-là qui m'a ramené, c'est ça, un petit peu de positivisme. Je veux pas comme casser le mood, mais il y a quand même, dans ce vent de solidarité-là aussi, ce qu'on a réalisé, c'est que ces femmes-là, malgré tout, c'était quand même des personnes qui avaient des entourages. Puis qui avaient aussi nous, à un certain point, dans le sens où je pense qu'on peut pas nier complètement l'impact d'avoir une équipe de tournage autour du locataire. Je pense que ça a joué peut-être dans la tête de certains des proprios. Peut-être moins dans le cas de Jeannette, là, parce qu'il y avait vraiment l'air de s'en coller. Mais dans le cas de Francis... Ce propriétaire-là. Là. Dans le cas de... c'est assez fascinant. On a vécu des affaires. J'ai rarement vu des gestes aussi inhumains là, de la part de... Ils ont commencé à faire des travaux dans son sous-sol en plein hiver. Avant les avis d'éviction. Avant les avis d'éviction, ils ont enlevé son balcon arrière sans lui dire « Elle est malvoyante. » Ouais, c'est ça. Comme elle avait plus de balcon. Elle avait plus de balcon. Elle pouvait plus sortir à l'arrière de chez elle. Pendant 2 mois, ils ne le reconduisaient pas. En fait, il y a l'espèce de clôture arrière. Ils l'ont juste enlevé. Ils ne fermaient pas les portes en bas. Fait qu'il faisait super froid chez elle. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est que les moyens que peuvent prendre certains propriétaires, au-delà de l'avis d'éviction, c'est ça. Nous, dans le cas de Jeannette, c'est ça qu'on a pu concevoir. Dans les 6 mois qui ont précédé, il y a eu une espèce de gradation qui faisait en sorte que son milieu de vie n'était plus le même milieu de vie. Elle était plus bien chez elle, en fait. Fait que là, quand tu reçois l'avis d'éviction, en plus, là, tu as tout un processus qui commence au TAL, tu dois engager un avocat, une avocate, etc., etc. Fait que, tu sais, ces 2 affaires-là ensemble, ça devient tough de rester chez toi puis de pas accepter l'offre du propriétaire. Oui, puis, tu sais, juste pour clore l'idée, en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi que il existe beaucoup de gens qui sont invisibilisés dans cette crise-là, puis qui ont absolument pas les moyens de faire entendre leurs histoires et de se battre. Puis, je pense que c'est ça, moi, qui m'a fasciné dans ce projet-là, c'est toute l'ombre, en fait, qui est de dire, ben, si ces femmes-là, qui ont quand même un certain réseau, qui sont francophones aussi, elles ont leur citoyenneté, elles ont tous leurs droits, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui viennent d'arriver? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ne parlent pas français? Puis ça, c'est tout un enjeu là, dans le monde politique dans lequel on est aujourd'hui. Il y a des risques réels face à cette crise-là de vraiment mettre des gens dans des situations terribles. Donc, c'est le défi, je pense, des prochains projets. C'est d'aller comme mettre la lumière sur des groupes ou des gens qui nous sont même à nous étrangers. Là. Tout à fait. Parce qu'il y a ça aussi. Là. Dans notre travail, on va vers des gens aussi qu'on connaît at large. Ben oui, c'est ça. C'est bien que, comme tu dis, la tribune du court-métrage, pour parler de ça, on veut que ça parle de comme, la force du cinéma, de comme, pouvoir comme, mettre en lumière des trucs qui pourraient facilement ne pas être vus sinon. Est-ce que, comme vous parliez de prochains projets qui seraient comme reliés un peu à ça, est-ce que vous avez déjà des idées? Vous pouvez en parler? Est-ce que je peux avoir un refill? Ben oui, cette question-là? Absolument. Parce que, tu sais, c'est... Quelqu'un d'autre veut-tu un refill? Ah, pourquoi pas, tiens. Moi aussi, s'il y en a. Super. Il nous reste encore... on a-tu encore pas mal de temps? Merci beaucoup, man. Ah, ben oui. On est à moitié à peu près. Ah, ouais? Faites super bien ça, les gars. Ouais, c'est super bon. Bravo. C'est vraiment malade. C'est super. Mais tu pourras... vous allez faire du montage ou... Non, ça ok. tourne. C'est en direct. Non, c'est pas vrai. Ouais. Oui, on va sûrement faire du montage. Merde! J'espère que tu vas garder cette shot-là. Ouais. Big ans, non? Ouais, je pense. Ah ouais, non. C'est ça, le popcorn, c'est pas juste un accessoire. Là. Non, non, allez-y. Servez-vous. Ouais, non, allez-y. Par rapport aux autres projets, c'est ça, il est peut-être un peu trop tôt pour en parler, je dirais, mais on a... mais il y a quand même certains thèmes qui... Le défi, c'est, je pense, attraper un thème au bon moment. Je pense que si on veut que les films aient une portée politique, la crise du logement, c'était cool, le funding est arrivé à un bon moment. On a fait ça vite, comme veux pas, là. On a commencé à tourner en mars, puis le film, il était prêt en juillet. En juillet, on avait mixé, ouais. C'était comme ça a déboulé. Là, je pense que ce serait le fun d'essayer d'attraper des thèmes avant qu'ils deviennent super gros et populaires, dans le sens où il y a des enjeux qui sont dans l'ombre ou qui sont pas traités exactement de la manière dont je pense que on peut apporter quelque chose. Donc,
on a un défi de forme là, à réfléchir, mais il y a tellement d'enjeux. Je veux dire, notamment au Québec, que ce soit... On est tous les deux assez fascinés par le fait qu'il y a des individus qui travaillent à temps plein puis qui peuvent pas vivre. Là. Je pense que l'appauvrissement, c'est... L'appauvrissement, c'est un mot, ce serait probablement un thème sur lequel on risque de se pencher. Ben, c'est comment on occupe son temps aussi, je pense, puis ça peut être traité de plusieurs façons, mais la comment on question... occupe son temps, en fait, quand tout ton temps est dédié à juste subvenir à tes besoins de base. Ouais. Fait que ça, je pense que ce thème-là, je me préoccupe quand même beaucoup de la montée d'un nationalisme identitaire au Québec. Je pense que puis des enjeux corollaires à celui-là, par exemple... Justement, tout l'enjeu de la francisation, je pense qu'on sous-estime ce que ça implique, franciser, apprendre le français quand tu viens ici puis tu travailles à temps plein encore là. C'est une question de temps aussi. On va faire des films jusqu'au moment où Alex va se lancer en politique active. Ouais, c'est ça. C'est un bon moment pour parler de ça. Non, c'est pas dans les plans. Okay. Donc, voilà. OK. Cool. Puis sinon, c'est ça, est-ce que vous avez des anecdotes de tournage, des trucs que dont vous avez été témoin, que vous aimeriez discuter? Oui. On en a... Ben, en fait, ce qui est assez... Il y en a plusieurs, là, en fait. Mais ce qui est assez tough là-dedans, c'est que quand quand on a commencé à suivre Jeannette et Francis, à un certain point, on se rendait compte qu'on devenait aussi des fois leur conseiller, leur confident. Puis ça, il y avait une espèce de distance qu'on devait... fallait rester empathique, mais en même temps, il fallait pas qu'on soit en fait leur espèce de socle au niveau des... Fait que, c'est ça, une espèce de pilier. Fait que, ça, évidemment, ça a été notre défi principal. Mais sinon, moi, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment particulier, Alex, je pense que t'étais pas là cette journée-là, mais c'était au tribunal administratif du logement. Finalement, on a décidé de pas l'utiliser parce qu'on pouvait pas tourner à l'intérieur du TAL, mais il y a en tout cas, il y avait une scène dès que Jeannette et son fils sortaient du tribunal. Bref, on est allé tourner au TAL, puis on parle du tribunal administratif du logement, on a l'impression que c'est comme le palais de justice, mais c'est pas du tout ça. Là. On dirait que c'est des petits bureaux genre d'assurance chômage, puis donc il y a comme une espèce de petite salle d'attente. Et là, dans la salle d'attente, ce qui est assez particulier, c'est que t'as les deux parties qui sont là. Fait que ici, il y a Jeannette, son fils, puis en face de nous, il y a le propriétaire, sa femme, puis leur architecte qui est leur témoin, tu sais. Puis là, il y a du retard. Mais là, on est face à face. Puis ça, c'était vraiment, vraiment particulier. La tension était tellement élevée. Puis Jeannette, ce qui est particulier, c'est que comme elle est malvoyante, elle voit pas le non-verbal des gens. Fait que là, elle nous demandait un peu comment étaient les propriétaires, etc., etc. Puis il y a un moment où c'est ça. En fait, c'est que toutes les interactions avec ces gens-là sont très, très particulières parce que tu sais finalement qu'est-ce qu'ils ont fait vivre à Jeannette. Fait que quand je te disais que ce qui est tough, c'est pas de prendre parti, ben là, dans ce cas-là, j'étais comme, mon Dieu, que ça me tente vraiment de vous parler. Mais je vais pas le faire parce que ça va pas lui servir, mais ça me tentait de... Puis tu sais, c'était vraiment... En tout respect, c'était vraiment le cliché dans ce couple-là, sur deux pattes. Mais OK. Mais quand tu dis le non-verbal et tout, comment il réagissait? Est-ce que comme de voir Jeannette en pleine face, parce que j'imagine qu'il se voit pas si souvent que ça, est-ce que tu sentais qu'il y avait comme une espèce de culpabilité? Ben, tu sais, juste te dire, eux, c'est ça, ce sont des gens qui ont quand même acheté plusieurs bâtiments. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de projet-là. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était dans le fond, Jeannette, elle vivait dans un quadruplex, puis ils voulaient prendre la partie où Jeannette vit pour en faire une unité à eux, pour leur famille. Okay. Mais, sur papier. Sur papier, c'est ça. Exact. Puis là, quand vient le temps de témoigner, le propriétaire qui commence à dire, ben, c'est sûr que nous, on vit dans un endroit où, la chambre de notre enfant est plutôt petite. Puis là, il commence à lire comme des espèces d'études. Mais là, face à ça, t'as Jeannette qui est comme
Puis là, en tout cas, c'était vraiment très, très particulier d'entendre leurs arguments qui étaient vraiment des arguments de gens profondément privilégiés, économiquement parlant. Là. Fait que ça a été bien particulier. Puis après, en sortant, c'est ça, Jeannette, ce qui est particulier, c'est qu'elle n'avait pas pu voir le visage du juge. Fait que, est-ce que le juge il était favorable ou non? T'sais, en même temps, il ne pouvait pas se prononcer. Mais... Puis l'autre anecdote que j'aurais pour toi, c'est à un conseil municipal. Ça, c'était fou. Ouais, ça, c'était fou. OK. Dans quel sens? Conseil municipal. Puis ça aussi, on ne l'aborde pas dans le film, mais il y avait eu un projet de distillerie Oui, c'est ça. dans la bâtisse Francis. de Francis. Puis, donc, conseil municipal, il est question de... Je pensais que tu allais parler de celui de Jeannette. Mais dans les deux Les deux étaient fous. Les deux étaient fous. Ouais. En fait, c'est qu'il y avait je veux pas trop rentrer dans les détails, disons, là, mais en gros, je me suis comme un peu pogné avec un des gars de la distillerie parce qu'il était pas du tout... il a commencé à nous voir comme des menaces face à son projet de distillerie. Okay. Puis on s'est rendu compte que c'était loin d'être les petits entrepreneurs qui veulent partir une petite distillerie de quartier. Là. C'était vraiment... Il y a eu tout un travail de... En fait, c'est que le projet de distillerie n'était pas annoncé. Francis, elle a comme découvert au cours du printemps que la raison de son éviction était probablement liée à des demandes de changement de zonage parce qu'elle allait avoir une distillerie qui allait être implantée. Puis le branding de la distillerie, un grand classique, c'était « on est un petit commerce local, je veux m'implanter dans une communauté ». La justification, c'était que la femme du propriétaire de la distillerie était montréalaise, mais lui, c'est un Américain. Et donc, il y avait toute la logique de « je veux juste avoir mon tout petit projet cute dans Marconi Alexandra ». Et donc, ils ont quand même déployé des moyens significatifs pour vendre leur projet. Ils ont tenu des séances d'information publique à l'intérieur du bâtiment même où Francis vivait. Donc, il y avait quand même ce culot là, d'engager une firme de marketing, venir présenter le projet en disant « Non, mais tu sais, c'est un tout petit projet cute ». Il y a eu quelques erreurs à la base. Là. Le projet était juste présenté en anglais, par exemple. Les gens de la communauté, c'était comme... Fait qu'il y avait une genre de déconnexion. Là, mais c'est une des anecdotes. C'est là où les lignes sont un peu floues entre c'était quoi notre rôle comme cinéaste dans ce projet-là, puis comme ami, comme citoyen lié à Francis, parce que Francis m'a demandé d'aller à cette séance-là d'information avec elle pour discuter avec le propriétaire, parce qu'il allait être là, le gars qui gérait le projet. Fait que moi aussi, je me suis retrouvé dans cette situation un peu absurde de devoir argumenter avec quelqu'un qui veut s'implanter dans un quartier. Puis t'es en train de dire à quelqu'un que tu vas mettre dehors que non, mais toi, c'est pour faire ton petit projet, mais alors que tout ça est un peu faux. Fait que ça, c'est assez fascinant de suivre, je pense, Francis dans sa lutte, mais dans son quartier aussi. Je pense que tous les moments qui m'ont marqué, c'est... Francis, c'est une encyclopédie, pour la mémoire, en fait, de Marconi Alexandra puis de Montréal. Elle a été sollicitée quand même aussi notamment dans un ouvrage de Marie Sterling qui s'appelle Jean Tréville, où elle témoigne de l'évolution en fait de ce quartier-là. Puis on réalise que c'est un super livre en passant. Quand ces gens-là vont quitter ces quartiers, on va juste perdre en fait tout le tissu social, je sais pas si j'aime ce terme, mais bref, du quartier, parce qu'elle était capable de me dire ici, il y avait ça il y a 20 ans, c'est devenu ça, c'est devenu ça, c'est devenu ça. C'est comme ça que maintenant, il y a ce bâtiment-là. Cette personne-là était là, ça vient de... Tu sais, puis c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui a milité pendant 10 ans pour la création du Parc des Gorilles qui, finalement, là, va être inauguré ce printemps. Puis, ce qui est ironique dans son cas aussi, ce que j'ai trouvé fou de voir, puis de la suivre comme ça, c'est que elle a participé à améliorer son quartier, qui à la base, Marconi Alexandra, c'est un quartier industriel en dépérissement. Puis, elle s'est installée là comme artiste. Puis, c'est un peu full circle parce que au final, c'est à cause de gens comme elle que le quartier est devenu attractif puis que tout le monde a voulu. La première vague de gentrification qui est souvent des artistes, des étudiants qui arrivent dans l'équipe. Elle nous parlait de... Quand elle est arrivée, il y avait... la gestion des déchets était pas... Il y en avait pratiquement pas. Il n'y avait pas de lumière à la nuit. Donc, tu sais, la mobilisation de ces gens-là, de ces artistes-là, de ces étudiantes-là, pour que le quartier devienne un peu plus sécuritaire, un peu plus propre, etc., à amener d'autres personnes. Puis ça, c'était assez flyé. Parce que dans le cas de Jeannette, c'est pas tout à fait le cas. T'sais, elle appartient plus au
aux gens, les OGs, si tu veux, de son coin. Donc, c'était intéressant de leur parler à toutes les deux. Il y a peut-être une autre anecdote, on revient sur le conseil municipal, mais c'est que le conseil municipal où Jeannette, elle prend la parole, je veux dire, moi, je m'attendais pas à brailler dans un conseil municipal. C'est dans les choses les plus graves qui existent. C'est assez prenant, même dans le film. Là, c'est assez hallucinant ce que Jeannette a fait cette journée-là. Mais aussi, ce qui est la réponse du conseil, malgré toute leur potentielle bonne volonté, je veux dire, je pense que c'est des gens qui ont une vision quand même de l'accès au logement qui est correcte, mais leur réponse, c'est une impuissance. Total. Puis, je pense que c'est un moment où aussi on réalise que la politique de proximité a ses limites. Puis s'il y avait un take-away politique de ce film-là, c'est de dire on s'adresse pas nécessairement au bon palier de gouvernement, dans le sens où puis notre vision à long terme de comment on doit réfléchir la justice en termes de logement, elle est pour l'instant très municipale. On remet dans les mains du municipal. On pense que c'est eux qui ont toutes les grandes solutions, mais au final, le provincial peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on repense nos politiques redistributives, puis en tant que société, qu'est-ce qu'on veut. Ça implique beaucoup de choses, ça implique des choses liées à la taxation, ce genre de choses-là. Puis je pense que le film en tout cas moi, m'a fait réaliser que ça a ses limites de lutter juste pour des projets à droite à gauche. Il faut qu'il y ait une réflexion collective. Puis, tu sais, dans cette volonté de travailler en commun, là, il y a un exemple extrêmement clair. Tu sais, Alex, ça, il me le disait depuis un bout, puis c'est ce qu'on a réalisé en allant aussi au conseil municipal. Mais, tu sais, donc, rendu au montage, comment mettre ça à l'écran, si vous revoyez le film, il y a comme un montage en parallèle. Puis après, peu à peu, on entend juste les conseils municipaux qu'on ne voit pas, d'ailleurs, parce qu'on voulait pas... on voulait pas politiser, mais on les entend parler de leur impuissance. Puis il y en a un qui dit « Moi, je suis totalement symboliquement avec vous. Si vous voulez qu'on fasse un souper spaghetti ou quelque chose comme ça pour vous aider, mais ces phrases-là démontrent toute cette impuissance-là. Ouais. Puis, fait que... C'est quelqu'un qui va juste être mis dehors, puis tu proposes un souper spaghetti. Oui. Fait que c'est ça, C'est fascinant. Uh-huh. Mais c'est une vision de société. C'est que les gens aussi, comme on n'envisage pas des limites sur la propriété privée, on n'envisage pas des limites réelles sur l'accaparement des ressources, sur la redistribution. Puis, il faut que ce soit les prochains projets traitent de ça, de comme on a des projets de société à réfléchir. Alors qu'on l'aborde comme si, par rapport à une aide urgente. Voilà, c'est ça. Par rapport à une éviction, alors que les problèmes sont Alors que le plus problème est profonds. structurel. Bon, ben, bien joué, les gars. C'était un super beau film, très pertinent. Merci. Vous avez comme éclairci plein de beaux... pas de beaux, là, mais des problèmes sociétals. Puis vous avez fait une super job. Ouais. Pour vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est un C'est honneur vrai, d'avoir ça a été bien agréable de travailler avec vous. Fait que, merci les gars. Au plaisir de... Merci à vous. Au plaisir de collaborer à nouveau puis de sabrer une autre bouteille. Oui. Puis c'est ça, super projet fait avec une super équipe. Je peux nommer du monde ou non? Oui. OK. C'est l'heure. Roman Gagnon à la production. Jérémy Mazan qui a fait un travail incroyable au montage. Franchement, parce qu'on avait énormément de matériel, puis ça a été super tough. T'sais, on avait, je pense, 17 heures, si ma mémoire est bonne à peu près. Ouais, je sens quelque chose. Donc, ça a quand même été, OK, comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là en 20 minutes? Évidemment, toute votre gang, Benjamin Duplanty-Grenier qui a fait un travail incroyable à la musique, pour vrai. Grosse job, il a vraiment super bien travaillé. Joel Pucci, qui a non seulement le plus beau nom au monde, Joel Pucci, qui ressemble énormément d'ailleurs à Jacob. Ouais, c'est... Physiquement, mais aussi la voix. C'est quand même incroyable. On s'est jamais vu, Joel, mais je Dans le podcast, on a juste une photo de Joel juste à côté. C'est ça. Marie-Ève Brassard, c'est ça, à la recherche, sans qui ça n'aurait pas été possible. Thomas Fontaine, évidemment. Grand allié, grand ami, qui, soit dit en passant, est sociologue aussi de formation. Ça aussi, ça a été bien intéressant. Moi, je suis juriste de formation. Oui, c'est ça. Sans rien enlever aux gens qu'on adore en cinéma, mais ça a été bien intéressant aussi de le réfléchir ensemble. Puis Tom, il a fait une super job. Il est en Colombie en ce moment, puis il manque beaucoup. Ah, ben écoute, on espère qu'il revient bientôt, puis qu'il y a du fun en Colombie. Fait que Tom, on t'attend. Oui. Reviens, Tom. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je pense pas. OK, parfait. Puis travelling. Travelling. Podcasting.